Merci. Alors, quelle question? Bon, j'aime bien Agnès, c'est gentil, c'est une fille formidable. Avec Madame Rattatati, là. C'est une fille formidable aussi. Monsieur le Président. Question. C'est un monsieur adorable. Une question pour les Allemands, moi. Mon arrière-grand-père était prisonnier dans les Allemands. Voilà. Et ça, c'est les Allemands, c'est pas les Allemands. Le roi des Allemands. On va prendre une autre question. Le deuxième question, voilà. Non, il ne veut pas l'Europe, il veut pas l'Europe, il veut les Allemands. Un instant, je prie. Allez-y, madame. Allez-y. Oui, bonsoir. Donc moi je suis ancienne directrice d'école sur Paris. Alors la question, ça va évidemment être sur l'éducation nationale. La refonte de l'éducation nationale est évidemment très très importante, mais on sait que l'idéologie des enseignants en général est de gauche voire d'extrême gauche. Donc comment pouvoir réformer cette éducation nationale avec des professeurs qui véhiculent toujours la même idéologie? Merci, madame. D'autres questions? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonsoir sénateur Retailleau, bonsoir à tous. Mon nom est Hervé Rigolo, je suis responsable du mouvement conservateur dans les Hauts-de-Seine et j'ai une question à vous poser, s'il vous plaît, s'agissant des relations que vous comptez avoir avec les gens de l'UDI et du centre. Merci pour votre réponse. D'autres questions? Comme ça, on va grouper les réponses. Madame Bourdin. Ça a été très rapide. Je suis intéressée, évidemment, passionnée même par le discours de M. Retailleau. Je pense que vis-à-vis des militants, effectivement, il faut une refonte totale du parti. Parce que ce que j'ai vu, depuis des mois et des années, on ne peut absolument pas communiquer. Il n'y a aucun débat de fond avec les militants. Il n'y a rien qui se passe. Et quand j'ai essayé plusieurs fois d'avoir des contacts, ça était toujours soit virtuel, soit on ne sait pas, ou on verra, ou ça sera plus tard. Or, ce n'est pas plus tard, c'est maintenant ou jamais. On va prendre encore deux questions. On laissera le soin à vous de répondre. C'est une question simple, courte. Nous avions le meilleur hôpital de France, du monde, un des meilleurs, un bon système de santé. À l'heure actuelle, il y a 6 fois plus d'administratifs dans un hôpital que quand j'ai commencé la médecine, c'est-à-dire il y a 40 ans. 40 ans. Merci, docteur. Alors, il y a encore une question là. La dernière. Et voilà, il y a encore deux questions. Puis voilà, ce sera les deux dernières. Voilà, monsieur, voilà. Oui, bonjour monsieur Victorio, Georges Mélan. Je me permets de vous interpeller. Je viens d'entendre tout à l'heure vous avez parlé de la France, et comme je suis fier de notre nationalité français, mais la France est grande grâce aussi aux différents départements qui sont l'outre-mer, Guadeloupe y compris, Mayotte, etc. Sauf que je n'ai pas entendu tout à l'heure dans vos plaidoiries parler des outre-mer, donc je voulais savoir quel est le projet que vous avez pour les outre-mer au sein de votre parti politique. Merci à vous. Merci monsieur. La dernière question. Oui, je me présente M. Touré Adama. En fait, ma question, effectivement, je n'ai aucun doute sur l'élection de Bruno Retailleau parce que c'est quand même, il a quand même fait ses preuves au Sénat dans l'opposition sur les vrais sujets face au président Emmanuel Macron. Je n'ai aucun doute. Parce que votre question, monsieur Simon. Il incarne effectivement la droite. Moi, ma question, c'est que j'ai vu que tout était porté, enfin, c'était au sujet du problème lié à l'immigration. Effectivement, il y a 2 points qui ont été évoqués, mais il y a un point important, c'est celui des relations avec les pays d'où provient cette immigration. Parce qu'il faut quand même savoir que
dans la nature humaine, le besoin est de toujours aller vers un monde de plus en plus meilleur. Voilà, donc c'est pour cette raison que je me dis qu'on n'a pas beaucoup énoncé la relation qu'on aura. Alors qu'est-ce que M. Retailleau voit avec les dirigeants qui s'installent, qui mettent des pouvoirs, qui ne donnent aucune perspective à la jeunesse, à cette jeunesse? C'est très clair, monsieur. On a bien compris la question. Merci, monsieur. Une toute dernière question, voilà, dernière. Bonsoir, monsieur le sénateur. Je voulais vous poser la question suivante. On parle enfin, après 30 ans, de dénégation de l'immigration et on parle de tous les problèmes qui sont liés aux moyens métiers. Il y a un problème qui me paraît absolument lié au problème migratoire, mais qui n'est pratiquement jamais évoqué, sauf peut-être quelques fois par vous, et qui a été évoqué lors de la campagne électorale présidentielle par Éric Zemmour. C'est le droit du sang. Jusqu'à quand va-t-on occulter cette question? Comment peut-on considérer avoir une vraie politique migratoire quand aujourd'hui la France, depuis des décennies, n'est plus capable d'assimiler les personnes qui viennent de l'étranger? Aujourd'hui, la situation n'en est plus au début du XXe siècle. Il ne s'agit plus d'une élite qui vient de pays francophones ou d'autres pays et qui est soucieux de s'intégrer à la culture française. Donc, continuer à donner la nationalité française à des gens qui n'en ont que les papiers, l'identité, mais pas la culture, qui sont dans le refus de la culture, donc dans votre référendum, est-ce que vous mettrez le droit du sang? Merci, monsieur. Bien, allez, c'est copieux. Hein. Sur l'école, un mot sur l'école, c'est absolument capital. L'école, on la relèvera par l'exigence, par la prudence et par la liberté. D'abord par l'exigence, j'en ai parlé. Moi je crois à l'école de l'effort, parce que c'est l'effort qui crée le mérite. Et si aujourd'hui on a une école inégalitaire, parce qu'aujourd'hui la réalité justement c'est que vous soyez bien né ou moins bien né, dans une famille modeste ou dans une famille qui a des moyens, vous avez des chances de réussir ou vous avez plus de handicap. C'est à travers l'effort, l'exigence, la transmission que nous pourrons demain progresser avec un examen d'entrée en 6e. Voilà, pour vérifier que les enfants n'accumulent pas des retards, pour rattraper ceux qui n'auront pas su justement avoir comme type de savoir, et y compris en faisant du bac un vrai examen national, débarrassé justement de tous les éléments qui peuvent fausser cet examen, notamment le contrôle continu. La prudence, je veux que l'école redevienne un sanctuaire. Parce qu'il faut préserver la conscience des enfants, qui est une conscience en construction, qui est une conscience fragile. Donc on écarte les idéologies, on parle de l'islamisme, on parle par exemple du voile, en tout cas les longues tenues à l'école. Il y a tout ce qui est nécessaire, la loi de 2004, le Conseil d'État de 2007, pour qu'on puisse opposer là encore une résistance très ferme. Mais il y a autre chose sur les idéologies du genre aujourd'hui. Moi demain, je ne veux pas qu'un professeur des écoles dise à une petite fille de 5 ans ou de 6 ans, tu devrais jouer avec un tracteur ou un camion, et au petit garçon, tu devrais jouer avec une poupée. On ne doit pas confondre. L'éducation, c'est la famille. L'école, c'est l'instruction. La prudence. Et enfin, la liberté, je pense que l'éducation nationale a réussi une forme de démocratisation, de massification, mais au prix d'échecs extrêmement nombreux. Donc je pense que demain, il faudra être capable de répondre par une diversité de solutions. Avec Max Brisson, on a conçu cette idée d'une école publique, gratuite, totalement autonome, avec des expérimentations, plusieurs par département, liées à un contrat avec le rectorat, où le directeur choisirait bien entendu ses équipes, et les équipes choisiraient leur projet pédagogique. Parce qu'on verra très vite les projets pédagogiques qui réussissent, des projets pédagogiques qui font échouer les enfants. Parce qu'on essaiera encore, non pas de faire une seule école pour tous, mais faire différentes écoles pour chacun. Moi, comme président de région, j'ai multiplié les écoles de production pour les décrocheurs. Les écoles de production, vous êtes dans un atelier par exemple de boulanger, vous commencez à l'atelier, et puis quand il y a une recette qui est exprimée avec une règle de 3, vous passez en classe. La classe est pratiquement dans l'atelier, et vous raccrochez des enfants
vous raccrochez des jeunes qui ont totalement décroché parce qu'ils sont totalement hermétiques à la théorie. Et c'est par la pratique que vous arrivez à les décrocher. Donc pour moi, l'école de la réussite, ce sera des écoles différentes pour chacun à partir de la liberté pédagogique, et on verra très très vite les projets qui montent les élèves, qui les élèvent, des projets au contraire qui les rabaissent. Sur le centre, moi je pense que, vous voyez que l'UMP n'a pas été une bonne chose. Je pense que, et on a sans doute une opportunité, parce qu'aujourd'hui il y a deux centres, le centre d'Hervé Morin et l'UDI. Moi j'espère que ces deux centres un jour se réunifieront. Je pense que nous, en tout cas le parti populaire et patriote que je veux avec vous créer, c'est un parti qui aura une ligne très claire, clairement de droite. Dès lors qu'on voudrait soit fusionner, ou soit, bien sûr que la politique s'est rassemblée, mais je pense qu'il nous faut un centre à côté, avec lequel d'ailleurs on puisse aller à la conquête de Paris, à la conquête de départements, à la conquête de régions. Mais de grâce, il y aura le centre, mais nous serons un vrai parti, un parti de droite, clairement de droite. Voilà la stratégie. Les militants, j'ai tout dit quand je parlais de l'entre-soi. Moi, ce que je veux vraiment, c'est mettre les militants au cœur du mouvement. Regardez dans les grands partis européens, de droite ou de gauche, qui existent. Ceux qui ont réussi, ceux qui sont vraiment populaires, ce n'est pas les chapeaux à plumes qui dirigent. Les militants sont au cœur du fonctionnement et de la vie du parti. Et c'est ce que je veux demain. Je veux que dans les fédérations, il y ait une vie. J'ai fait le tour de France. Je suis un de ceux qui a fait le plus de réunions. J'ai vu des fédérations qui étaient totalement desséchées. Il ne se passait plus rien. Parce qu'il y a des barons locaux qui verrouillent l'appareil, qui veulent, comment dirais-je, une position comme une position de pouvoir, sans animer rien. Il faudra retrouver l'esprit de compagnonnage. Parce que compagnonnage, c'est quoi? C'est du lien. Vous voyez, moi, tous les ans, en Vendée, je fais aux alentours du mois de mai une sardinade. Ça me permet de vous faire un spot publicitaire pour vous dire que les meilleures sardines de France, c'est pas Marseille, c'est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée. Donc, il faut organiser des débats, et nous organiserons des débats. Mais nous n'oublierons pas aussi cet aspect d'entraide, cet aspect de relations humaines qu'on doit avoir les uns vis-à-vis des autres. Il faut retrouver cet esprit qui est un esprit d'entraide, de compagnonnage. J'y tiens absolument. L'hôpital, vous avez raison, l'hôpital français, l'hôpital allemand, il y a une énorme différence. En France, 34% de postes administratifs. En Allemagne, 25%. Au Danemark, 20%. La différence, je ne prends pas l'Allemagne, le Danemark, entre l'Allemagne, l'hôpital allemand et l'hôpital français, c'est 127 000 postes qu'on pourrait mettre au chevet des malades. Il faudra casser la loi HPST dont je parlais tout à l'heure, débureaucratiser, faire en sorte qu'on redonne le pouvoir aux soignants et non pas aux bureaucrates. Il faut des gestionnaires, mais il faudra que le pouvoir revienne aux médecins, qu'on passe l'épaule et qu'on revienne à une organisation artisanale, avec le patron du service, ses chefs de clinique, ses infirmiers, etc. C'est comme ça qu'on relèvera l'hôpital. C'est ce qu'ils nous ont dit d'ailleurs. Pourquoi est-ce que l'hôpital a tenu l'hôpital français au moment de la crise du Covid? Tout simplement parce que, et j'ai questionné des dizaines de chefs de service, j'ai eu, que ce soit pour des hôpitaux d'AP-HP ici à Paris, ou en France et en province, la même réponse. Tous m'ont dit, on a tenu le choc parce qu'il y a eu une inversion de la logique. Parce que enfin, l'administration s'est mise à notre service. Et dès que la crise a été terminée, eh bien, la vieille logique bureaucratique est revenue et l'administration a pris le pas sur le personnel soignant. C'est l'inverse que nous ferons, bien sûr. L'outre-mer. Pourquoi je n'ai pas parlé d'outre-mer? Parce que l'outre-mer, où est-ce qu'il est notre ami? L'outre-mer, c'est la France. L'outre-mer, c'est la France. Et l'outre-mer est essentiel parce que l'outre-mer dit à la métropole quelque chose d'essentiel. Qu'on est français, justement, sans appartenir uniquement à l'Hexagone, mais que partout dans les continents, dans les 5 continents du monde, on peut être français. Et qu'on est français pas par la couleur de la peau, parce qu'on aime la France. Et demain, je ferai une proposition, parce que j'ai une petite idée sur l'organisation de l'outre-mer. Nous avons, il y a quelques années, sur les 26 ou 27 députés, nous avions 24 ou 25 députés qui étaient de notre famille politique. Il nous en reste un ou deux, dont Mansour Kamardine d'ailleurs, que je voudrais saluer ce soir. Il est député de Mayotte, et j'avais hier Andy, qui est le maire de Mamoudzou. Et Mayotte connaît les affres justement d'une immigration totalement, mais totalement incontrôlée. Eh bien, je proposerai
aux Outre-mer une organisation qui sera spécifique dans notre mouvement, mais avec une organisation différenciée. Parce que pourquoi, j'étais l'autre jour avec nos amis basques, pourquoi est-ce qu'on aurait la même organisation du nord au sud, de l'est à l'ouest, y compris en métropole ou bien dans d'outre-mer? Eh bien, le projet que je veux porter, moi, parce que je mets les militants au cœur, justement, de notre parti, c'est que nous serons capables de nous différencier, d'adopter des organisations qui fera et qui dira à l'outre-mer, on est en train de perdre l'outre-mer. Et moi, je ne veux pas. Je veux que demain, on redevienne le grand parti de la France et d'outre-mer. C'est pour moi fondamental, avec une organisation, j'en parlerai pas ce soir, j'en parlerai quelques semaines après que vous m'aurez élu. Voilà. Rapidement sur l'immigration, j'en ai beaucoup parlé ce soir. Bien sûr, les relations avec l'Afrique, mais on a un immense défi. Quand je suis né, l'Afrique, 300 millions d'habitants. Aujourd'hui, 1,4 milliard. En 2050, ce sera 2 milliards 3, 2 milliards 4 et sans doute 4 milliards à la fin de ce siècle. Vous aurez deux zones géographiques, l'une en surpression démographique, l'autre en sous-pression démographique, avec un début d'hiver démographique, et ce sera l'Europe. On n'est qu'au début, mes amis, on est au tout début des grands mouvements migratoires. On doit pouvoir s'armer. La France doit pouvoir disposer justement de sa souveraineté pour dire qui elle souhaite accueillir, qui elle ne souhaite pas accueillir. Bien sûr qu'il faut avec l'Afrique, puisqu'on a une longue histoire avec l'Afrique. Bien sûr qu'il faut, avec l'Afrique, on ait un certain nombre de coopérations. Moi, je suis prêt aussi à avoir une coopération, un développement, mais aussi à assumer un bras de fer avec un certain nombre de pays du Maghreb, notamment pour que les OQTF soient exécutés, pour que ces pays-là puissent nous donner des visas, des laissez-aller consulaires. Parce qu'on ne peut pas expulser, vous le savez très bien, et on ne peut pas exécuter des obligations de quitter le territoire quand on n'a pas ces laissez-passer consulaires. Eh bien, ce sera visa contre visa. Eh bien, ce sera aussi, là aussi, une des conditions de notre aide au développement. S'ils ne reprennent pas leurs nationaux, alors il n'y aura pas d'aide au développement. Il faut absolument envisager et adopter ce rapport. Je ne reviendrai pas sur les différentes mesures, j'en ai parlé tout à l'heure. Moi je pense qu'en matière de droit du sang, il ne devrait y avoir rien d'automatique. Et moi je suis justement pour qu'il n'y ait pas d'automaticité, que par exemple, bien que né en France, un jeune qui commet par exemple un délit, ou pire, ne puisse pas avoir la nationalité française. Qu'il puisse y avoir qu'on puisse avoir une déclaration et qu'on ne puisse pas avoir d'automaticité. Là-dessus, je vous rejoins. Mais vous savez, le problème, il n'est pas là quand on regarde les chiffres. Le problème, il est le regroupement familial. Le problème, il est les clandestins. François Hollande a aboli le délit pour séjour illégal. Nous le rétablirons. Ce que moi je veux rétablir, et une des questions qu'on soumettra au référendum des Français, ce sera une règle simple, une règle dissuasive. Un clandestin entré précisément illégalement en France aura une certitude, c'est que jamais il ne pourra être régularisé. Ce sera la meilleure des dissuasives. Et je pourrais, cher monsieur, énumérer une dizaine de points qu'il faudra changer. Si vous n'avez pas la volonté du peuple, si vous n'avez pas cette souveraineté populaire, vous n'aurez rien, parce que ce que voterait le Parlement, le lendemain, le surlendemain, les cours suprêmes le déferaient. Et donc, pour moi, le recours au peuple français, c'est essentiel. Vous n'aurez pas une reprise du contrôle de l'immigration massive, mes amis, si vous n'avez pas justement cette reprise du contrôle de notre souveraineté juridique. C'est absolument quelque. Merci infiniment, mon cher Bruno, et merci à tous. Trois choses. D'abord, avec Agnès et la Fédération de Paris, nous avons mis en place, parce qu'avant l'élection, il y a le vote. Et c'est ce week-end. Vous aurez, pour ceux qui ont quelques difficultés avec Internet, un bureau de vote en présentiel samedi de 8h à 20h et dimanche de 8h à 18h avec des ordinateurs. Vous pourrez voter. Et le président du bureau de vote sera notre ami Laurent Racapé, qui est le délégué du 15e arrondissement. Deuxièmement, Bruno et ton équipe ont organisé un petit pot qui vous attend au rez-de-chaussée. Et enfin, nous recevrons le troisième candidat, Laurent Pradier. Laurent Lien, pardon.
ce jeudi à 19h30. Bonne soirée à tous. Merci. Mes amis, merci infiniment d'être venus. Vous aurez compris que je ne vous promets pas la facilité, je vous promets l'exigence. Mais avec moi, nous reconstruirons un grand parti populaire français qui aura vocation à fédérer tous les électeurs de droite. Nous relèverons la droite, puis nous relèverons la France. Merci les amis, et haut les cœurs. Vive la France!